Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet, vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société sans tabou et sans préjugés. Et aujourd'hui, je reçois Pierre Bordaberry, qui était déjà venu sur la chaîne il y a un peu plus d'1 an pour parler de son livre précédent et que donc j'accueille aujourd'hui pour parler de son dernier livre, Ce ne sera plus toi la victime. Donc Pierre, comme toujours, hein, je sais que ça te gave un petit peu cet exercice, mais je vais te demander de te présenter très succinctement. Oui, il y a peut-être des gens qui ne me connaissent pas. Donc moi, je suis Pierre Bordaberry, je suis psychologue en libéral et j'ai une chaîne de vulgarisation de la psychologie depuis une dizaine d'années qui s'appelle PsychoQuack. Et des éditeurs sont venus me trouver pour écrire des livres. Un premier livre où tu m'avais invité sur comment la société crée des troubles mentaux chez nous. Et là, je me suis dit, bon, il y a un autre truc qui crée des problèmes, c'est les gens qui nous font chier, les agressions. Ou alors, nous, on crée des problèmes en agressant les gens. Donc, autant faire vivre dessus pour comprendre les agresseurs, savoir comment on se défend et savoir comment on peut aider les gens qui doivent se défendre. Voilà. Absolument. Et c'est rodé, t'as vu là ? C'est parfait. J'ai même pas bégayé. C'est parfait. Et donc, je t'accueille pour parler donc de ce dernier bouquin qui s'appelle « Ce ne sera plus toi la victime ». Harcèlement, emprise, violence, incivilité, les clés pour agir contre les connards qui te gâchent la vie. C'est paru chez Le Duc. Et la première question que je voulais te poser à ce sujet, c'est en fait pourquoi ? Quel est l'objectif derrière la publication de ce livre ? Pourquoi tu t'es dit que c'était important de parler des différents types de violences ? Parce que c'est ça le sujet principal. En fait, quand on voit les gens qui souffrent de troubles mentaux, il y en a quand même un paquet qui ont été d'anciennes victimes. Si on prend par exemple le monde du travail, le taux de personnes harcelées au travail et qui subissent un manager toxique est assez fort. Le nombre de gens qui souffrent de leur famille et de leurs frères, sœurs, de leurs parents est assez énorme aussi. Le nombre de gens victimes de violences sexuelles aussi il est. Et donc, ça me semblait essentiel d'en parler. Et la plus-value de mon livre, parce qu'autant me jeter des fleurs quand même, voilà, c'est qu'en fait, on parle d'une manière des violences de manière quand même assez caricaturale, avec il y a les gentils, il y a les méchants. Et donc, moi, il était quand même nécessaire qu'on comprenne ce que c'est une agression et comment elle se produit. Et sachant que nous-mêmes, on peut être assez agressif de manière générale dans notre vie. Et donc, le but était de se proposer dans ce livre des modèles de comment on comprend l'agression, comment l'agresseur il se met à agresser, pour qu'on puisse voir nous-mêmes si on n'a pas certaines caractéristiques qui vont nous faire agresser. Et vous inquiétez pas, normalement, vous devez en trouver. Hein. Si on est assez honnête, voilà, on devrait en trouver. Et aussi aux victimes de pouvoir comprendre l'agression et du coup, mieux se défendre. Ok, très bien. Alors, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Ouais. Et pour commencer, j'aurais aimé qu'on s'intéresse à l'un des objectifs du livre, qui est ce que tu décrivais un peu là, c'est-à-dire nous permettre collectivement de plus facilement prévenir aussi les situations et les actes de violence. Et pour ça, j'avais quelques questions sur les modèles, parce que tu utilises des modèles, ton travail est quand même... et ça, c'est aussi vrai d'ailleurs sur YouTube, tu as un travail qui est assez sourcé. Et tu t'appuies sur des modèles qui ne sont pas forcément, je trouve, évidents. En tout cas, moi, à la lecture, je n'ai pas forcément trouvé ça évident à comprendre. Donc, j'aurais bien aimé que tu nous parles un peu de ces modèles sur lesquels tu appuies, en commençant par celui des activités routinières. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est que ce modèle des activités routinières ? Alors, du coup, étant donné que je suis un très mauvais élève, d'accord, je ne retiens ni le nom des auteurs, ni le nom de ce que je fais. Donc, activité routinière, tu me dis si je me plante, hein, ou alors il faudrait que je reprenne le livre, parce que je présente plein de modèles. C'est celui entre victime, agresseur et gardien. Oui, il me semble que c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, l'idée en fait, de ce modèle, c'est qu'en fait, souvent on se focalise sur l'agresseur. On se dit qu'une agression arrive quand il y a un agresseur qui a une pulsion. D'ailleurs, c'est un concept de merde, la pulsion. Il faudra que j'en fasse une vidéo. Quand il y a une pulsion et qu'il y a quelqu'un qui passe au hasard, il a une pulsion, il agresse. Sauf qu'en fait, on voit que ça ne se passe pas de cette façon normalement. Un agresseur, dans la plupart des cas dans sa vie, c'est pas un agresseur. Quelqu'un qui, par exemple, viole sa conjointe, 99% du temps, il n'est pas en train de violer sa conjointe. Donc, en fait, ils ont analysé que pour qu'il y ait une agression, il faut plusieurs caractéristiques. Un agresseur avec certaines caractéristiques, voilà, qui rencontre une victime avec certaines caractéristiques, parce que du coup, l'agresseur, par exemple, qui viole sa conjointe, il ne va pas aller violer son boss. Donc, il y a des caractéristiques de la victime. Ça ne veut pas dire que la victime est responsable. Hein. Ça veut dire qu'elle a des caractéristiques qui font que l'agresseur va se sentir à l'aise pour l'agresser. Et surtout, très important, ce qu'on oublie, c'est en fait ce qu'ils appellent le gardien dans ce modèle. C'est qu'en fait, l'agression peut être empêchée s'il y a un tiers qui va venir bloquer l'agresseur. Par exemple, les gens qui violent leur conjointe ne le font pas pendant la soirée avec leurs amis. Et donc ça a l'air tout con. C'est vrai que ça a l'air débile quand je l'explique comme ça.
Mais en fait, c'est juste pas pris en compte quand on explique ce que c'est une agression. Par exemple, je vois plein de vidéos sur les pervers narcissiques, sur les violeurs. Il n'y a personne qui prend en compte ça. Ok, très bien. Alors, un des sujets qui est au cœur du livre, c'est donc évidemment la question de la violence et de ce qui nous rend violents. Oui. Et que tu expliques là encore en utilisant un autre modèle. Qui est Après, je t'avoue, les modèles, j'ai essayé de les simplifier, mais ils sont chauds. C'est pour ça que je te questionne là-dessus, parce que j'ai pas trouvé ça évident à comprendre non plus. Ouais. Et pourtant, je lis des trucs quand même en philo qui sont un peu velus parfois. Et, et là, il y avait 2-3 trucs où je me disais, il faut quand même un peu, tu vois, se concentrer. Quoi. Alors, je suis d'accord qu'il faut se concentrer. Par contre, franchement, je pense que c'est accessible. Oui, non, le livre est accessible, bien sûr. Mais c'est pas une lecture de plage, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, alors c'est vrai que si on va les comptes Insta qui essaient d'aborder le même sujet que moi, j'ai regardé, c'est vrai, on est souvent dans des modèles beaucoup plus simples. Ouais. Genre, c'est un pervers narcissique, c'est un toxique, c'est bon, c'est tout expliqué. Là, effectivement, on essaie de rentrer dans la tête des agresseurs, donc... Et il y a beaucoup de recherches dessus, d'où des modèles un peu complexes. Oui. Et justement, donc je voulais, si tu veux bien que tu nous expliques un tout petit peu ce que tu appelles le modèle, ce qui s'appelle le modèle général de l'agression. Oui. Est-ce que tu peux décrire un petit peu ce que c'est que ce modèle? Alors, sans le schéma, ça va être compliqué. C'est pour ça que... Je pourrais l'afficher. Honnêtement, tu pourras afficher. Ouais. Et si les gens veulent aller en détail, parce que ça, c'est juste une toute petite partie du livre, j'ai fait une vidéo sur pourquoi on est violent, qui le reprend et qui permet d'expliquer le modèle de la routine d'activité et le modèle général. L'idée, c'est qu'en fait, il y a plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas se contenter de dire quelqu'un, il agresse parce qu'il agresse. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, il y a une personne qui a des particularités. Chaque personne est différente et on a remarqué que certaines personnalités agressent plus que d'autres. Quelqu'un, par exemple, qui a des traits psychopathiques ou qui manque d'empathie, a plus de chances d'agresser. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il va agresser. Ça ne veut pas dire qu'il est agressé parce qu'aussi, il y a des facteurs de la culture dans laquelle il vit. Par exemple, il y a des agressions, admettons que quelqu'un soit un psychopathe, il y a des types d'agressions quand il va grandir qui ne seront pas acceptés, que l'école va par exemple gérer, et donc en fait, sa psychopathie ne va pas s'exprimer dans ce cadre-là. Donc déjà, chaque personne est une construction unique de sa personnalité et de facteurs culturels qui vont venir jouer sur l'agression. Mais ce qui est très important, c'est qu'en fait, dans ce modèle, ils disent que ça ne suffit pas à faire un agresseur. Pour un agresseur, il faut aussi une situation particulière. C'est-à-dire que la personne avec des traits psychopathiques, qui a, par exemple, appris à manipuler les gens dans son boulot, il faut une situation particulière où il va identifier une victime, rentrer en interaction avec elle, et pendant cette interaction, il va constamment calculer comment il peut attaquer la victime, comment la conversation en fait, est en train de se dérouler, pour savoir si elle a du pouvoir ou pas sur la victime, s'il peut continuer, s'il y a un collègue qui va venir et modifier l'interaction. Et donc l'idée de ce modèle, c'est, moi je le trouve génial parce qu'il prend en compte la biologie de la personne, il prend en compte la psychologie, la neuropsychologie et la société dans laquelle elle évolue, pour expliquer qu'en fait une agression c'est dynamique. En fait, c'est pas juste une personne, elle a décidé d'agresser, elle agresse, elle a des caractéristiques, elle voit une situation où elle peut être à l'aise pour agresser, donc, elle commence à le faire et cette agression peut prendre 10 000 chemins différents en fonction de la réaction de la victime, en fonction de la réaction de l'entourage, d'où l'intérêt du livre. Parce qu'à partir du moment où on identifie une agression, on peut potentiellement arriver à dériver l'agression et à arrêter l'agresseur par différentes techniques. Parce qu'en fait, honnêtement, quand on les connaît, c'est beaucoup plus facile d'identifier « Ah, tiens, cette personne, elle est en train de développer un schéma d'agression. Je peux le dériver de cette façon. » Et du coup, en fait, ne pas être une victime, d'où le titre du livre, en fait. Donc, en fait, c'est vrai qu'il est complexe, ce modèle, parce que du coup, là, je ne suis pas rentré en détail, mais c'est important que le modèle, il explique aussi pourquoi, par exemple, quand on fait du sport, on a tendance plus à agresser. Pourquoi, effectivement, quand on boit de l'alcool, on a plus tendance à agresser. C'est-à-dire, il y a le côté neuropsy, c'est-à-dire l'état dans lequel on est émotionnel et l'état de notre cerveau, qui va venir augmenter les chances d'agression. Et par exemple, il y a des gens qui n'agressent pas tant qu'ils ne boivent pas. Par contre, la boisson vient désinhiber leur cerveau, et donc ils avaient des freins à leur agression qu'ils arrivaient à contrôler, mais la désinhibition de l'alcool fait que leur aspect agressif ressort. Et donc ce modèle, moi je trouve génial, parce que quel que soit le type d'agression, ce modèle, il permet d'analyser le type d'agression. Et d'ailleurs, je le reprends dans chaque partie, parce qu'il y a plusieurs parties, sur le travail, sur les violences sexuelles. Et en fait, on pourrait prendre ce schéma et faire tous les types d'agressions, on peut essayer de les interpréter avec ce schéma. C'est pour ça qu'ils appellent ça le modèle général des agressions, parce qu'en fait,
on peut essayer de comprendre les agressions avec celui-ci facilement. Ouais, il est déclinable. Alors, il est déclinable. Alors, il demande un peu d'habitude, mais franchement, une fois qu'on le maîtrise, c'est très simple de décoder. Ah putain, là, il s'est passé ça, là, et tout. Et on peut dire, ah, je me suis fait agresser à cause de ça. Tiens, il y a l'aspect Internet qui désinhibe la personne, donc ça a changé cette case du modèle. Et donc, du coup, pour les solutions, dans le livre, je prends le modèle, je dis, regardez, pour les agressions sexuelles, on peut changer cette case du modèle. Et du coup, on limiterait les agressions sexuelles, par exemple. Très bien, ok. Alors, tu dis fréquemment que la santé mentale, alors c'est peut-être pas exactement tes mots, mais en gros, que c'est une affaire collective. Oui. Alors que ça a tendance à être traité comme un problème un peu individuel dans la société. Oui. Et il y a un point que tu abordes rapidement dans le livre qui va un peu, je trouve, dans ce sens-là, qui a trait au fait que, en fait, collectivement, on est aussi tous, alors on n'est pas tous des agresseurs, mais on met tous en place des stratégies agressives dans notre vie. Et ça, je trouvais ça intéressant parce que, en fait, ça veut dire que potentiellement, on est tous violents. On a tous le potentiel d'être violents. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes passent d'une stratégie agressive, donc de quelque chose qui est commun et qui est, on va dire, un peu admis, à des actes violents qui, là, sont beaucoup plus graves, entre guillemets? En fait, pour moi, je ne fais pas vraiment de distinction entre les deux. C'est plutôt un continuum. Et ce qui va juger ce qui est grave ou pas, ce n'est pas la stratégie en elle-même. Ce qui va juger ce qui est grave ou pas, c'est la justice, c'est la morale, c'est les conséquences potentielles sur la personne. Mais moi, je trouve ça un peu dangereux de dire cette agression n'est pas une agression ou elle est moins grave parce qu'elle a moins de conséquences. Parce que, par exemple, moi, quand on m'insulte, j'en ai rien à foutre, ça ne me dérange pas, mais ça ne veut pas dire que c'était moins agressif en face. Donc, moi, je suis pour l'avis de dire et d'assumer qu'il y a des actes agressifs et que ce n'est pas parce qu'ils ont moins de conséquences ou qu'ils sont moins dénigrés au niveau sociétal qu'il faut les rendre moins agressifs ou les juger moins agressifs. Par exemple, je prends en compte les violences familiales. Dans les familles, c'est très fréquent qu'il y en ait un, que ce soit le bouc émissaire, qu'on dise « Oh, toi, t'es le chieur » parce qu'on a pris l'habitude que c'était le chieur depuis qu'on est petit. Et en fait, tous les gens passent à côté. D'ailleurs, même les chercheurs, ils n'utilisent pas les violences, par exemple, entre frères et sœurs. C'est très, très peu étudié. Pourtant, ça peut flinguer des gens. Il y a des gens, ils n'ont pas envie d'aller au repas de Noël parce qu'il y aura un agresseur. Et bizarrement, au boulot, ça devient du harcèlement. Mais parce que c'est en famille, on considère que c'est normal. Et pour moi, non, c'est une agression, du harcèlement et du harcèlement. Donc, moi, j'essaie de sortir de ce côté moral, judiciaire et sociétal pour dire une agression. Et donc, moi, quand j'envoie chier quelqu'un en démarcheur téléphonique, parce que c'est là où je suis le plus agressif en ce moment. D'accord. Voilà. Des fois, j'ai le malheur de prendre le téléphone. On veut me vendre des panneaux photovoltaïques alors que j'en ai déjà. Donc, je les envoie chier méchamment, honnêtement. Voilà. Justifié ou pas, on s'en fout. Il faut que j'assume que c'est une agression et qu'il y a un mec qui travaille, il fait ce qu'il peut dans son boulot de merde et je lui dis ferme ta gueule. Voilà. Et donc, c'est pas parce qu'on trouve ça justifié que je dois nier le fait que c'est une agression envers quelqu'un et que j'utilise une stratégie agressive pour défendre ma tranquillité. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a quelque chose fréquent, c'est que les gens n'arrivent même pas à reconnaître l'agressivité qu'ils ont en eux parce que justement, il y a ce côté « oui, mais moi, c'est moins grave que les autres ». Et donc, moi, je pense qu'il faut enlever ça. Une agression, c'est une agression. Et après, faut l'assumer, quoi. Moi, j'assume quand je suis agressif. Et des fois, je suis agressif, je me dis, j'ai merdé. Des fois, je suis agressif, je dis, je le resterai toute ma vie sur ce sujet-là. Ouais, mais au moins, il faut reconnaître que c'est une agression. Okay. Donc, moi, je pense qu'en fait, on a une minimisation des agressions quand même assez forte. Et donc, pourquoi j'en parle dans ce livre fortement et que je dis, regardez-vous vous-même, parce qu'en fait, on peut être des connards assez rapidement. Hein. D'ailleurs, on en parlera sur Internet, mais voilà, qui n'a pas été une grosse merde sur Internet? Alors, il y en a peut-être qui vont écouter, voilà, mais c'est pas la norme, je pense. Je pense pas non plus. Ouais. Je pense pas non plus. En tout cas, j'ai déjà été une merde sur Internet. Ouais, moi aussi, j'ai aucun mal à le dire. Ouais. Clairement. Et pour le dire, ça me dérangeait même pas. Oui, moi maintenant, non plus. Je le fais moins parce que je vois les implications et j'essaie de vivre ma vie autrement. Mais il y a bien des fois où, en fait, je me disais, oui, mais c'est pour le mieux du monde. En fait, non. Finalement, non. En fait, j'ai rendu compte que c'était même pas fonctionnel pour ma vie, donc j'ai arrêté. C'est intéressant. On reviendra là-dessus. Ouais, on reviendra sur Internet. Absolument. C'est un gros... c'est un gros morceau. Un gros pavé, ouais. Très bien. Alors, je vais résister à la tentation de t'emmener sur le terrain de la philosophie morale parce que là, tu m'as un peu lancé quand même. C'est pour ça que je souriais. Ah ouais, j'ai pas les bails pour tenir. Non, t'inquiète. Ouais. Mais on peut tenter si tu veux. Non, faut pas qu'on improvise trop. Mais
ouais, il y aura des sujets sur ça, c'est très Ah intéressant. bah oui, alors moi c'est vrai que souvent on me parle effectivement, par exemple, ouais mais t'expliques les agresseurs. Il dit, mais du coup c'est pas une justification. Je dis, mais non, les justifications c'est pas une explication. Une explication c'est pourquoi arrive un fait, moi ce qui m'intéresse. Mais pour moi il n'y a aucune justification. Un fait il arrive, il arrive. La justification c'est en général ce que donne l'agresseur pour dire j'ai le droit d'agresser. Bien sûr. Voilà. Et donc là, on a plutôt une question de jugement, peut-être pas moral, mais un jugement sur la situation. Et moi, c'est pas ce qui m'intéresse, le jugement. Ce qui m'intéresse, c'est éviter l'agression ou répondre à l'agression. Mais la juger comme légitime ou pas, j'en parle vite fait dans le bouquin, mais en disant c'est pas le sujet. Oui, non, tout à fait. C'est pour ça que je résiste à cette tentation. Ouais, mais il y aurait gros dossier. Hein. Là, quand j'étais sur la partie, quand on parle de violence légitime, je me suis dit, est-ce que je fais un pavé de 50 pages ou est-ce que je torche ça en disant on va pas en parler. J'ai choisi la deuxième solution. Je pense que c'était ça t'aurait fait tunneliser, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis j'aurais pas été compétent. Ok. Alors, tu l'as dit un peu plus tôt, mais donc, en fait, les différentes parties du livre se focalisent sur différents types de violences que tu sépares en 5 grands chapitres, on va dire. Donc, je vais les lister très brièvement. Ouais. Il y a les violences familiales, les violences sexuelles, les violences au travail, en ligne et les violences dans l'espace public. Pourquoi est-ce que tu as séparé les choses de la sorte? Alors, la question peut sembler naïve, je te demande ça parce qu'on pourrait se dire que parfois, peut-être même souvent, c'est un peu entremêlé, tu vois. On sait que, par exemple, les violences sexuelles ont fréquemment lieu dans le cadre familial. Oui, ouais. Donc voilà, qu'est-ce qui explique ta démarche? Pourquoi c'était pertinent de faire ça? Au début, l'idée au départ, c'était de dire la personne qui veut lire le livre sans trop lire pour aller directement à la partie qui l'intéresse. Donc l'idée, c'était, voilà, je me sens mal au travail, je vais lire la partie sur le travail. Je me sens mal dans ma famille, je vais lire dessus. Mais en écrivant le livre, je me suis dit, ah ouais, mais merde, parce que là, dans les solutions, je vais faire référence à une partie sur la famille. Puis là, en fait, ah merde, ça c'est une solution que je vais parler au travail, mais elle servirait pour la famille. Et donc au final, j'en viens à dire aux gens, lisez tout le livre. Voilà, progressivement, ça se lit. Les gens arrivent à le lire assez bien, assez facilement. Mais au départ, oui, c'était pour séparer. Je me suis rendu compte qu'il y a trop de problématiques transversales à toutes les violences. Donc, j'ai réussi à sortir quelques spécificités parce que, par exemple, sur le milieu du travail, c'est pas du tout la même logique qu'une agression sexuelle. Mais au final, il y a des techniques qui se ressemblent vachement. Ouais. Ouais, ben justement, d'ailleurs, les parties en question sont toutes structurées de la même manière. Dans chaque début de partie, tu expliques comment repérer les profils d'agresseurs. Après ça, tu donnes des solutions pour gérer chaque type de violence. Est-ce que, et là encore, c'est peut-être une question un peu naïve et d'ailleurs qui rentrerait un peu dans ce qu'on décrivait sur Instagram tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a quand même un profil d'agresseur qui se retrouve dans tout type de violence? Non. Non ? Non, clairement pas. Moi, je vois pas de profil d'agresseur. En fait, c'est très compliqué parce que des fois, on me demande des questions sur les agressions dans leur ensemble. Et je suis très gêné pour répondre parce qu'en fait, si on prend la recherche, le profil d'un agresseur qui fait des rodéos dans la rue, c'est pas le même qu'un agresseur sexuel. C'est pas le même quelqu'un qui agresse dans sa famille. Et même dans les agresseurs sexuels, il y a plusieurs types de profils qu'on pourrait faire. Et au bout d'un moment, les chercheurs ils réfléchissent même plus en termes de profil, ils réfléchissent en termes de modèle. C'est-à-dire d'essayer d'expliquer comment, dans un modèle, on peut faire entrer tous les profils. Donc, par exemple, les agressions sexuelles, c'est très étudié. Donc, par exemple, ils étudient les justifications de l'agresseur, ses problèmes affectifs, ses problèmes de gestion émotionnelle. Et en fait, on crée les profils en fonction de ces modèles. Et donc, on peut faire des mix. Par exemple, dans les agressions sexuelles, c'est pas la même chose quelqu'un qui va agresser parce qu'en fait, il se prend pour un don Juan, donc il veut baiser des meufs, donc il met en place des techniques pour baiser des meufs sans leur consentement. C'est pas la même chose que l'incel qui va mal dans sa vie et qui va dire les femmes c'est le problème et qui va aller violer sa conjointe et tout. C'est pas du tout le même profil. Donc en fait, même dans les mêmes types d'agressions, il y a des profils différents. Donc c'est pour ça que dans le livre, au lieu de dire voilà les profils, alors je l'ai fait quand il y avait des recherches par exemple sur l'agression sexuelle parce que c'est quand même pas mal là de donner des profils, j'ai trouvé ça quand même pédagogique. Mais il y a des fois où en fait, il vaut mieux dire un modèle général qu'on peut adapter au cas particulier. Ok. Ouais. Moi ça me paraît mieux. Ouais. J'aurais adoré faire des profils, mais la recherche dit non mais en fait il y a autant de stratégies que d'agresseurs et de profils différents. Ok. Très bien. Très bien. Alors j'ai une question un peu en miroir maintenant. Est-ce que de façon similaire, il y a un type de solution générale qui te semblerait applicable globalement face à différents types de violences?
Alors, non, pas de général. Par contre, alors là, c'est pas aller à la recherche, c'est biaisé par mes patients. Les recherches que j'ai faites, je trouve qu'il y a des concepts transversaux à toutes les violences et qu'il faut absolument apprendre à gérer ou essayer de voir. L'un des premiers concepts, c'est les justifications de la violence. Ce qu'on a vu, c'est que c'est rare qu'un agresseur dise « j'agresse gratuitement ». C'est-à-dire que même quelqu'un qui viole des meufs dans la rue, il va se dire « oui, mais elle a fait ça, oui, mais elle avait une joue plus courte, oui, mais c'est elle qui l'a cherché, oui, mais les femmes, elles aiment ça ». Quelqu'un, par exemple, qui agresse son collègue au boulot, il va dire « oui, mais il est lent, oui, mais il me parle mal, oui, mais il n'achète pas le café ». Donc en fait, généralement, si on arrivait à sortir de ce phénomène où on essaie de justifier de la violence, en fait, beaucoup d'agresseurs seraient bloqués parce qu'on pourrait leur dire, c'est pas la question, ta justification, tu as été agressif, on s'en fout de pourquoi, voilà, même si ta collègue est lente, t'as pas à l'agresser. Donc, déjà, je pense que la justification de l'agression, c'est quelque chose qui revient dans tous les modèles. C'est-à-dire, quel que soit le modèle, on voit que les agresseurs se justifient. Et je pense qu'il y aurait quelque chose de transversal qui pourrait être questionné, c'est comment justifier les violences et des questions à se poser là-dessus. Autre chose transversale, c'est le rôle des institutions et de comment c'est cadré, les violences. C'est-à-dire que ce soit les violences publiques, les violences dans la famille, les violences dans le travail, ce qu'on voit, c'est que le cadre de vie va venir dire que certaines agressions sont justifiées ou pas, et dire quelle personne est le bouc émissaire et a le droit de subir. Et donc, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de créer des cadres de vie, comme par exemple des cadres de management, où on peut bloquer ces tendances naturelles, par exemple, au bouc émissaire? Ça se discute, sachant que, par exemple, dans le cadre du travail, on a vu que s'il y avait un N+1 qui cadrait les violences dès qu'elles apparaissaient, mais bizarrement, les violences, elles disparaissaient assez vite. Donc ça, c'est quelque chose de transversal, parce que ça marche aussi dans les violences de rue, dans la délinquance. On voit qu'en fait, c'est le cadre social qui en crée plus ou moins. Ce n'est pas la génétique des individus qui change tout d'un coup en s'entend. C'est qu'il y a un changement environnemental. Donc, les justifications des agressions et quel cadre va venir pousser certaines personnes à agresser, je pense qu'on a quelque chose de transversal qu'on pourrait interroger globalement. Okay. Parce qu'après, il y a vraiment des trucs spécifiques. Par exemple, la psychopathie, c'est vraiment spécifique à certaines agressions. C'est transversal à tout, mais au boulot, c'est pas les psychopathes qui agressent. C'est la personne en charge de travail trop forte, c'est le management à la con. Donc en fait, c'est pas un concept qui me semble intéressant en disant juste on va baisser la psychopathie des gens, quoi. Ça me semble pas mal. Et après, alors là, je mets en avant sur la psychologie dans 30 ans. Il y a un truc qui rend complètement aveugle les gens, c'est le concept d'orientation à la domination sociale. Pour moi, il y a quelque chose de... ça, c'est vraiment mon avis personnel et un peu de certains types de psychologie qu'on appelle les psychologies libératrices ou la psychologie émancipatoire. C'est l'idée qu'il y a beaucoup de violences qui émergent du fait qu'on classe les êtres humains entre eux. Et donc, on a remarqué qu'on avait fait des tests qu'on appelle d'orientation à la domination sociale, où des gens considèrent qu'il est plus ou moins normal de classer les individus entre eux et surtout de classer en fonction de leurs valeurs. C'est-à-dire que des gens considèrent que des gens valent moins que d'autres. Et on a remarqué que dès qu'on commence à augmenter notre score sur cette échelle, c'est-à-dire qu'effectivement, on est d'accord avec l'idée qu'on peut classer les êtres humains selon leurs valeurs, et bien en fait, notre taux d'agression augmente énormément. Donc en fait, moi, je pense qu'il y a un biais qu'on a tous. Enfin, je pense. Alors, voilà, mais il n'y a personne qui a un score 0 à l'orientation à la domination sociale. On a tous des tendances, des critères qui nous font classer A. Celui-là, quand même, il vaut un peu moins que moi, quand même. Et je pense que c'est une porte ouverte à la violence. Il faut vachement y faire gaffe. Et ça, les gens, ils ont du mal à voir. Parce qu'ils ne se rendent pas compte. Ok, d'accord, il n'est pas d'accord avec toi. Mais du coup, tu vois bien que là, tu le méprises un peu plus. Tu vois bien que tu l'insultes. Donc, tu vois bien qu'en fait, tu es en train de le classer comme inférieur à toi et que donc, tu as le droit de l'insulter parce qu'il a dit une connerie, donc tu as le droit de l'insulter. Donc ça, il faut faire gaffe parce que moi, j'ai des réflexes comme ça. Je vois bien, il y a des gens que je rencontre dans la rue. Et spontanément, mon cerveau leur dit putain, c'est un peu des merdes. Voilà. Ou alors, putain, c'est pas top sa vie. Et en fait, j'essaie de bloquer ce réflexe parce qu'après, je sais que du coup, je vais être plus méprisant avec la personne, je pourrais être plus agressif, je pourrais m'énerver plus vite. Il dit non, mais essaie de bloquer ça, quoi. Donc ça, c'est important. Donc
Là, vraiment, c'est un avis perso. Je pense que j'en oublie. Mais c'est en écrivant le livre, en voyant mes patients et en relisant les études, je crois qu'on a 3 concepts là super importants dans les violences et transversales à tout. Ok, super. Alors, dernière question un peu générale, parce que c'est aussi une figure qui revient, et tu l'as mentionné un peu plus tôt, mais dans les solutions que tu donnes, tu évoques la nécessité de multiplier les gardiens. Et c'est pas du tout... parce que moi, si tu veux, quand j'entends ce mot de gardien, pour moi, ça m'évoque tout de suite le contexte spécifique de la famille. Je me dis gardien, Oui. alors qu'en fait, dans la terminologie que tu utilises, c'est pas du tout une figure qui est exclusive aux violences familiales. Est-ce que tu peux en dire plus sur cette figure du gardien que tu as déjà un peu invoquée sans forcément la nommer Ouais, un c'est peu plus tôt? ça. Ben, en fait, le gardien, en fait, je sais pas s'ils ont bien choisi le nom, le scientifique. Hmm. Mais c'est l'idée, c'est la personne extérieure qui va venir bloquer l'agression d'un agresseur sur sa victime. Et ce gardien, ça peut être tout et n'importe quoi. Moi, les gens, ils me disent plutôt, ouais, mais le gardien, c'est la police. Mais en fait, non, c'est l'ensemble. Alors oui, la police est censée être une force qui bloque effectivement l'agresseur et la victime. Mais en fait, un gardien dans une famille, c'est juste, par exemple, quelqu'un, quand on va pas donner la parole à l'un, qui va dire, non, mais attends, lui, il veut parler. Hmm. En fait. Donc il y en a quelqu'un qu'on est en train de mépriser, on fait une sorte de violence qui est de la négligence, et l'autre va venir arrêter de le négliger. Ça peut être un gardien moral aussi. Ça peut être, c'est pas forcément une personne physique le gardien. Ça peut être par exemple quelqu'un, je sais pas, il est narcissique, il a rencontré Jésus. Jésus lui dit arrête enfin Jésus c'est une façon de parler, c'est la religion. Il a rencontré des principes religieux qui lui disent mais là ce que tu fais ça se fait pas. Et donc il a une sorte d'intégration d'un gardien interne qui lui dit ne fais pas ça. Donc en fait le gardien c'est vraiment l'agent extérieur qui va venir bloquer l'agression et dire à l'agresseur retiens-toi, empêche-toi, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Et donc c'est important de les multiplier parce qu'on a fait de l'agression souvent, soit c'est la pulsion de l'agresseur, soit c'est la victime, un peu de victim blaming, soit c'est la victime, elle ne sait pas se défendre. Mais on a oublié qu'en fait, c'est peut-être le mec qui doit appeler le numéro vert parce qu'il entend des bruits bizarres chez son voisin, qui fait partie aussi du problème s'il ne le fait pas. Et donc, du coup, moi, le but, c'est pas de juger les gens en disant ah, mais regardez, vous n'êtes pas gardien de ci, de ça, parce qu'on ne peut pas être gardien de tout. Surtout sur Internet, moi, je vois bien des gens qui sont dans des bails, on dit ah, tu te tais, tu dénonces pas le harcèlement. Mais on leur demande de dénoncer un harcèlement 900 fois par jour. Donc, on ne peut pas être gardien de tout. Par contre, est-ce qu'on peut, dans certaines situations, sans trop d'efforts, jouer énormément entre un agresseur et une victime? Oui, il y a des moments où c'est possible. Et moi, je parle là où tous les soignants, le nombre de soignants qui osent pas faire un signalement ou qui osent pas dire qu'il y a des violences dans un couple ou des violences dans une famille parce que, en fait, non, mais on sait pas trop, alors que la loi dit qu'ils sont obligés, il y en a quand même certains. Bien sûr. On en vient donc enfin à cette question maintenant de la violence sur Internet qui est en filigrane depuis le début et qui, moi, me concerne, enfin nous concerne tous les deux en tant que créateur, en tant que vidéaste, et qui me semble intéressante parce qu'elle a quelque chose de nouveau en fait. Forcément, les violences dans le cadre familial, ça existe depuis que la famille existe. Internet, c'est beaucoup plus récent que ça. Et donc ça a créé de nouvelles formes de violence qui ont leur spécificité. Et voilà, j'aurais bien aimé de manière générale, pour commencer, savoir ce que tu pouvais dire pour introduire un peu ce sujet spécifique des violences sur Internet. Je pense qu'il y a quelque chose de vraiment spécifique parce qu'il y a une nouveauté dans l'humanité depuis peu de temps finalement. Je dirais depuis l'apparition de la voiture, comme on en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut entrer en interaction avec des gens sans les avoir en face de nous. Bon, il y avait les lettres avant, mais les lettres, elles mettaient 15 jours à arriver, donc l'énervement, il avait le temps de passer. Là, on peut entrer en interaction directement avec les gens sans les avoir en face. Et je pense qu'on n'a pas assez anticipé à quel point ça allait changer notre façon de traiter l'être humain en face de nous. Et pas forcément bien de ce qu'on voit sur les réseaux de manière générale. Sachant qu'après, il y a plein de processus qu'étudient les chercheurs pour savoir qu'est-ce qui fait qu'on est plus violent sur Internet, parce que c'est un fait, on est plus violent en voiture et sur Internet que quand on a quelqu'un en face de nous. Et le but, c'était d'explorer ces facteurs dans le livre. Je ne sais pas s'il y en a dont tu veux parler spécifiquement ou pas. Si, ouais. Ouais, il y en a plusieurs, effectivement, que tu identifies. Évidemment, le premier qui saute aux yeux, c'est l'anonymat. Mais moi, un facteur qui m'a particulièrement intéressé, c'est celui du désengagement moral. Est-ce que tu peux développer un peu à ce sujet? C'est quoi le désengagement moral? Le désengagement moral, tout le monde a une morale de ce qui est bien ou mal. Tout le monde, quand il est avec son boulanger, sait qu'il ne va pas l'agresser.
voilà, que ça va bien se passer. Le désengagement moral, c'est un concept super important que je trouve et qu'on pourrait appliquer à toutes les violences. C'est quand en fait on décide d'abandonner notre morale. Quelle que soit la raison, c'est quand par exemple on a une morale de c'est pas bien d'insulter les gens et on décide elle va plus exister. Là on est dans une situation où je lâche mes freins moraux et je balance tout ce qui me passe par la tête. Et c'est vrai que du coup, on en parle beaucoup sur Internet parce que les chercheurs ont l'impression que ça arrive quand même vachement plus facilement quand on n'a pas une personne en face de nous. Alors, il peut y avoir plusieurs explications, que ce soit par rapport à l'empathie, que ce soit qu'on a tendance à exagérer ce que l'autre ressent ou la colère qu'il ressent, qu'on a tendance à plus se sentir attaqué quand il y a un message où il n'y a pas l'intonation. Donc, il y a plein de choses qui font comme ça. Il y a plein de faits qui pourraient expliquer qu'en fait, notre moralité et notre bienséance et notre prosocialité, on décide de ne plus l'utiliser. Alors, ça ne veut pas dire, justement, moi, c'est important parce que du coup, les gens se disent non, mais je l'insulte, mais c'est normal. Et puis moi, je suis quelqu'un de bien. Mais je dis, c'est pas la question. C'est OK, dans 99% des cas, tu es quelqu'un de bien. Oui, tu as de la morale. OK, c'est bien. Tu lis des trucs qui t'expliquent que tu es quelqu'un de bien et tu as de la morale. Le problème, moi, c'est pas ça. Le problème, c'est les 10 secondes où tu réponds à quelqu'un et où cette morale, elle fout le camp, en fait. Et donc, du coup, il y en a beaucoup qui se disent non, mais regardez, je pense ça. Donc, en fait, ça va, je peux insulter. J'ai dit non, parce qu'en fait, moi, c'est très bien ce que tu penses, c'est très prosocial, mais ton prosocialité, tu l'oublies dès que tu es sur Internet. Donc, il y a un problème quelque part. Donc, en fait, c'est pour expliquer ce shift avec des gens qui sont très sympas, très prosociaux, mais deviennent très, très cons sur Internet très rapidement. Parce qu'en fait, il y a un shift mental. C'est comme... Et ce qui est important dans toutes les agressions, on a remarqué que la question de la pulsion, elle était un peu con, parce qu'en fait, la plupart des agressions, c'est pas un problème de pulsion qu'on a en nous, c'est un problème de contrôle de ce qu'on est. C'est-à-dire qu'en fait, plein d'agressions viennent du fait qu'on lâche les freins et qu'on ne met pas de frein à nos tendances naturelles, à être agressif et tout. Donc, ces freins, ils peuvent lâcher parce qu'on considère que c'est juste qu'on s'énerve, parce qu'on est énervé, parce qu'on est fatigué. Il peut y avoir plein de choses, il y a plein de profils. Et là, sur Internet, en fait, cette capacité à se restreindre, en fait, on ne la met pas du tout en place. Ok, très bien. Alors, pareil, toujours dans ce chapitre, tu consacres une partie à ce que tu appelles la culture de l'honneur et les croyances normatives sur l'agression. C'est un peu lié à ce qu'on vient d'évoquer. Est-ce que tu peux développer un peu ça? C'est pas forcément ça, mais c'est un peu lié parce que le désengagement moral, c'est quand on décide qu'on peut être violent. La culture de l'honneur, c'est une forme de désengagement moral. Comme par exemple, les croyances justifiant le viol sont une forme de désengagement moral. Genre par exemple, oui, mais elle est habillée avec une mini-jupe, donc j'ai le droit. Voilà. Là, on sort de notre moralité, on a le droit d'agresser parce qu'en fait, elle a une jupe. Là, la culture de l'honneur, c'est l'idée que si quelqu'un s'attaque à nous ou à notre réputation, on a le droit de lui répondre très fortement et beaucoup plus fort que ce qu'il nous a fait. Parce qu'on considère que, par exemple, quelqu'un nous insulte, on considère qu'il y a l'insulte, mais en plus, on considère qu'il a attaqué notre ego, notre réputation, notre honneur. Donc, en gros, s'il a insulté, on a le droit de répondre plus fort. Et on a vu que la culture de l'honneur sur Internet et dans la rue, c'est une source énorme, en fait, d'agression et surtout d'escalade de la violence. C'est-à-dire que quelqu'un pourrait rester aux insultes, il reste aux insultes, mais non. La culture de l'honneur va faire qu'il y en a un qui est aux insultes, l'autre qui va plus haut, il harcèle, l'autre il nous harcèle, donc on a le droit d'harceler encore plus, et il y a une escalade. Et souvent, quand on analyse par exemple les gens qui sortent les couteaux et qui se poignardent dans la rue ou dans les soirées, il y a eu une escalade comme ça en fait. Donc c'est important de voir que voilà, c'est toujours pas une histoire de pulsion, c'est qu'il y a une escalade à cause effectivement de gens qui justifient le fait de bah oui, tu m'as fait du mal, donc j'ai le droit de te faire plus. C'est la loi du talion, mais version 10 000, quoi. C'est qu'on fait plus que ce que l'autre il nous a fait. Et ça, sur Internet, c'est assez fréquent. Tout à fait. Et ça rejoint un autre, je sais pas si on peut appeler ça un concept, disons plutôt un profil que tu évoques dans cette partie-là, qui est le profil de ce que tu appelles la victime bourreau. Oui. J'aurais aimé qu'on parle aussi de ça, parce que, alors ça, je pense que c'est pas du tout exclusif à Internet, parce que je pense que malheureusement, beaucoup de gens qui subissent des violences deviennent eux-mêmes violents. Et ça, je pense que c'est... Tu me corriges évidemment si je me trompe, mais je pense que c'est généralisable à beaucoup de types de violences. Mais c'est aussi quelque chose qu'on voit sur Internet et qui est un peu ce que tu évoques là, c'est-à-dire finalement ces dynamiques dans lesquelles tu vas avoir... D'ailleurs, je crois que c'est l'exemple que tu donnes dans le livre, tu vas avoir
mettons 2 vidéastes qui ont leur propre communauté. Un premier qui, entre guillemets, attaque un second, qui du coup, lui, se sent légitime à surenchérir, etc., etc. Et on en vient à des contextes où, en fait, déjà, on ne sait plus comment ça a commencé, parce que en fait, les récits ne correspondent plus d'un côté et de l'autre. Et puis, c'est de plus en plus violent. Il y a une espèce de... c'est ce que tu disais, une escalade. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant. Est-ce qu'il y a... Comment tu décrirais ce phénomène-là et ce profil de victime-bourreau sur Internet ? Moi, en fait, c'est la question d'escalade de la violence. C'est-à-dire que, en fait, c'est vrai que si on prend les modèles de base, il y a l'agresseur et la victime. Là, l'idée, c'est qu'en fait, les deux sont victimes de l'autre et les deux agressent l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, on a une situation où aucun des deux personnes décide de mettre en place des stratégies de désescalade. Et ça arrive dans le monde du boulot. Mais dans le monde du boulot, normalement, si des gens commencent à amorcer une escalade, c'est si tu as le N+1 qui dit non mais c'est bon, vous arrêtez, sinon je vous vire tous les deux. Bon, c'est un peu autoritaire comme décision, mais s'il y a le N+1 qui vient faire une solution de désescalade, ça désescalade. La difficulté, c'est que sur Internet, la désescalade, elle est très compliquée. Parce qu'on n'a pas juste deux individus qui se fritent, et avec un tiers qui peut intervenir, comme le N+1, ou quelqu'un dans la famille, comme le frère, deux sœurs qui se fritent, et il y a la troisième sœur qui vient intervenir. Là, en fait, on a une personne qui est suivie par des milliers de personnes, une personne qui est suivie par des milliers de personnes. Donc, en fait, on arrive plus à de la logique de guerre ou de clan, où, en fait, là, il y a des logiques tribales qui rentrent en compte. Et désescalader le conflit entre deux nations ou deux clans, c'est beaucoup plus compliqué qu'entre deux personnes. Si c'était aussi simple, il y a plein de guerres qui auraient été évitées. Donc là, on arrive à une autre logique où, en fait, les gens d'un groupe, entre eux, se montent le chou pour escalader de plus en plus. Et là, effectivement, là, on arrive à des logiques où mon livre, il reste beaucoup sur des logiques interpersonnelles. Et c'est pour ça que là, à la limite, quand on est victime de ça sur Internet, le mieux actuellement, c'est de fuir. Parce qu'on n'a pas... Moi, je ne connais pas de moyens, et je pense qu'aucun chercheur connaisse de moyens, de faire désescalader une meute qui veut nous attaquer directement. Alors maintenant, je crois qu'il commence au niveau de la justice à pouvoir essayer de détecter quand ça arrive et à essayer de pouvoir intervenir rapidement. Mais rapidement, c'est en termes d'années. Alors que l'agression, il faudrait la stopper dès le départ. Donc en fait, on a le temps de souffrir et on a le temps de s'en prendre plein la gueule avant qu'il y ait quelque chose qui est fait. Et c'est pour ça que c'est très compliqué. Mais moi, j'en connais plein de vidéastes dans des sauces. Et en fait, ça ne s'arrête pas. On arrive... C'est pour ça que dans ce livre, en fait, là, sur Internet, vraiment, j'en suis venu pour se défendre à faire des méthodes vraiment très particulières. Qui paraîtrait complètement débile si on le fait en famille. Mais sur Internet, vu le niveau de débilité, des fois, il faut savoir être plus débile que le débile. Pas en agression, pas en agressant, mais moi, le nombre de sauces et d'agressions que j'ai évitées avec les techniques sur Internet, moi, je suis très tranquille sur Internet, mais parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit « Ouais, lui, fais gaffe, il me harcèle ». Moi, il m'a pas harcelé, mais parce que j'ai employé les techniques du livre pour esquiver le truc, et puis pour pas justement escalader. Et donc, je vois, il y en a... Le problème, c'est que du coup, moi, j'essaie de faire le gardien un peu, il y en a, j'essaie de les prévenir. Mais en fait, quand tu es embarqué dans une course à Lego non, la personne, elle n'a pas le droit de dire ça sur moi, mais en fait, tu te sens obligé de répondre et tu pars en couille. Il y a quelqu'un qui dit, mais ne me réponds pas. Les gens sont inarrêtables. À la limite, si j'étais proche des gens, ils m'écouteraient peut-être, mais bon, de toute façon, même mes patients, ils m'écoutent pas. Alors, donc là, que des vidéastes, ils m'écoutent pas quand je leur dis, OK, tu peux essayer de faire ça, ça m'étonne pas non plus. J'ai pas beaucoup de charisme. Voilà. C'est intéressant parce que déjà, en fait, ce que tu évoques, on se rend compte que finalement, en tout cas, moi, un truc qui me saute aux yeux là, c'est qu'il n'y a pas d'entité gardien sur Internet. Non, moi, c'est le gros problème. Ça explique pourquoi c'est aussi délétère, en fait. Mais après, je pense qu'un truc à dire aussi là-dessus, c'est que... En tout cas, moi, je vais partager mon propre ressenti, ayant déjà été dans des dynamiques comme ça. Un facteur, je pense, de désengagement moral de la part des gens qui commettent des actes agressifs vis-à-vis d'autres créateurs, c'est que je pense qu'ils ne se rendent pas compte de l'effet que ça peut avoir. Parfois même, quand bien même eux ont déjà été victimes de ça, tu vois. Moi, ça m'est arrivé de voir des gens qui faisaient des vidéos sur moi à des moments de ma vie où c'était compliqué, en fait. Et tu vois, forcément, les gens ne le savent pas. Ils se disent pas, quand je fais une vidéo sur machin, peut-être qu'il vient de perdre un de ses proches. Mais en fait, parfois, c'est vrai. Tu vois, et tu vois, si les gens pouvaient essayer de développer une éthique là-dessus... Alors évidemment, c'est un vœu pieux, je me rends bien compte en disant ça, tu vois. Mais
je trouve que c'est important de porter ce discours de, en fait, vous avez beau être à des kilomètres et des kilomètres, vous avez beau avoir des raisons, parfois politiques ou éthiques, d'être en désaccord avec un propos, n'oubliez pas qu'en face, il y a un humain, quoi. Et que cet humain, il traverse peut-être une période difficile et que vous contribuez à rendre cette période encore plus horrible. Je pense que ça marcherait sur certains profils, parce que c'est vrai que la question de l'empathie est importante sur Internet ou dans la voiture. Et comme je dis, moi, je klaxonne très vite en voiture au feu vert. Enfin, quand le feu est vert et que les gens n'avancent pas, je klaxonne très vite. Mais si je connais la personne en face, je ne vais pas klaxonner. Donc, il y a le fait de connaître la personne, d'être en empathie avec elle, qui joue beaucoup sur si on va agresser une personne. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ça va marcher sur certains profils. Par exemple, moi, en tant qu'agresseur, l'empathie, ça marche très bien. Ça m'empêche d'agresser beaucoup de gens et de ne pas être un connard, l'empathie. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a plein de profils sur Internet. Ça va amplifier l'agression, qu'ils sachent que tu ailles mal. Ah ouais ? Parce que les profils, par exemple, de gens un peu sadiques ou les trolls, par exemple, vont être très contents que tu ailles mal. Les gens qui justifient leur violence en disant que tu es un ennemi politique vont être très contents que tu ailles mal. Donc là, l'empathie, en fait, elle est à double tranchant. Mais c'est pour ça, dans les techniques d'affirmation de soi, des fois, on dit, dans certains contextes, donnez pas vos émotions. Parce que c'est une arme, en fait, pour les agresseurs. Et là, sur Internet, y a tellement de gens, la probabilité que tu tombes sur des sadiques ou des trolls, quand tu parles à un public, elle est quand même grande. Donc c'est quand même hyper risqué de laisser transparaître des choses sur toi. Alors toi, tu l'as pas fait. Mais ce côté rechercher l'être humain, y a des êtres humains, il vaut mieux les éviter. En fait, ce qui est compliqué sur Internet, moi je trouve, c'est que pour un agresseur, le vivier de victimes est énorme. Donc en fait, même si tu es rejeté par 10 millions de personnes, tu en trouveras toujours un millier pour te dire que c'est génial ce que tu fais, et donc pour te pousser à faire plus et à faire des conneries. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a plein de créateurs, plein de vidéastes, plein de gens sur Internet, ils font n'importe quoi, mais ils trouveront toujours des gens pour dire que c'est génial. Donc en fait, là où il n'y a pas de gardien, c'est que, ok, il n'y a pas de gardien sur Internet, parce qu'il n'y a vraiment aucune autorité ou aucun cadre qui permet de dire arrêtez tous vos conneries. Voilà. Il n'y a pas la justice, il y a... Les réseaux sociaux, ils pourraient cadrer, mais comment ? Ils n'ont pas assez de modération. Et puis en plus, est-ce qu'ils ont vraiment envie de cadrer ? Je ne suis pas sûr. Donc clairement, c'est niqué. Mais en plus, il y a des milliers de renforçateurs positifs. C'est-à-dire que quoi que tu fasses sur Internet, tu trouveras des gens pour dire que c'est bien, quoi. Et donc, si tu tankes un peu les avis négatifs, tu peux trouver des groupes sur Internet. Bien sûr. Ouais. Ok. Alors, on approche de la fin de l'interview. J'avais quand même une dernière question qui est connexe à tout ce qu'on vient d'évoquer, qui m'intéresse beaucoup, qui est en fait liée au... Enfin, disons que pour moi, il y a un... En fait, comme si tu veux, j'évolue dans une sphère, une petite niche sur YouTube qui est un peu politique, même si moi, mon angle premier, c'est la philo. Je parle aussi parfois de politique. Et j'avais une question. J'aurais aimé en fait qu'on parle un petit peu d'un type de violence qui rejoint ce qu'on vient d'évoquer sur Internet, qui est la violence en milieu militant. Voilà, je ne sais pas trop comment appeler ça, la violence intra-militante. On sait que ça existe, comme dans tout groupe social, il y a des violences. C'est quelque chose qu'on voit en ce moment. Alors, je ne vais pas m'amuser à citer des vidéastes. Est-ce que tu veux être dans la sauce ou pas ? Non, je vais pas citer... Ça te fait rire. Je ne vais pas citer de nom, mais voilà. Oui, j'ai une tendance à aimer le conflit, donc du coup, je suis désolé. Je suis désolé de rire. Au sein de mouvances qui pourtant pourraient sembler quand même être d'un côté assez proche politique, parfois même au sein d'un même groupe politique, il y a des violences qui paraissent totalement disproportionnées au vu des atomes crochus politiques qu'il y a. J'aurais bien aimé que si tu as des choses à dire là-dessus, que tu nous parles un peu de ça. Voilà, la violence en milieu militant entre des gens qui, vu de l'extérieur et notamment vu de l'autre côté de l'échiquier politique, sont des alliés. Ouais, de toute façon, alors du coup, violence et politique, c'est hyper large parce que du coup, on va parler aussi de violence légitime et tout, donc je vais resserrer sur ce que tu dis. Voilà, par exemple, moi, effectivement, j'ai un discours de il faut être pro-social, mais c'est ce que je dis, les nazis, c'est pas avec des discours et des belles paroles qu'on les a niqués. Ni une grève de la faim. C'est ça. Donc, au bout d'un moment, quand il y a une violence quand même très, très, très forte, peut-être que tu es obligé d'appliquer une violence ou au moins une menace de violence très, très forte. Donc, c'est pas le sujet. Donc, voilà. Là, le sujet, ce serait entre des gens qui seraient d'accord ensemble, mais qui appliquent une violence entre eux. Moi, je vais en revenir à cette histoire d'orientation à la domination sociale, parce que je pense que c'est
quelque chose qui peut répondre un peu à la question. Parce qu'ils ont fait des études sur les partis politiques et certaines personnalités. Et ce qu'on voit, c'est que effectivement, l'orientation à la domination sociale, c'est-à-dire à classer les individus, c'est vachement plus du côté droite et extrême droite. C'est-à-dire clairement, c'est leur programme politique, c'est t'as les gentils, t'as les méchants, t'as ceux qu'il faut virer, t'as ceux qu'il faut pas virer, t'as ceux qui ont un cul de merde et pas qui ont un cul de merde. Donc, ils ont l'habitude, c'est leur programme. Voilà. Par contre, du coup, ce qu'ils ont vu, c'est qu'effectivement, quand on est à gauche extrême gauche, on est censé être plutôt les êtres humains sont égaux et tout. Sauf que quand on fait les études et qu'on calcule effectivement le taux d'orientation à la domination sociale, il y en a plus à l'extrême droite, mais tu en as aussi à l'extrême gauche. Donc, c'est-à-dire que dans le groupe extrême gauche, tu as des gens qui vont classer les individus entre eux, qui vont dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, et qui vont donc avoir des logiques autoritaires. Alors du coup, il y a des discussions effectivement dans les études, c'est est-ce qu'on appelle ça de l'autoritarisme de gauche, ou alors de l'autoritarisme tout court, ou alors c'est de l'autoritarisme de droite, mais dans des milieux de gauche. Voilà. Les questions d'appellation, je ne sais pas trop. Par contre, nier qu'il y a des individus et des structures qui légitiment des violences dans tous les partis, il y en a peut-être un peu moins à gauche selon les études qu'à droite, mais ça ne change rien qu'il y en a. Et donc, du coup, en fait, moi, je pense qu'il faut prendre en compte... d'ailleurs, ça fait des débats. Et à la limite, je trouvais les débats intéressants, moi, sur Internet, par exemple, sur les agressions sexuelles dans le milieu militant. Voilà. Je trouve intéressant de savoir comment on les identifie. Parce que, du coup, dans le milieu militant, les agresseurs, ils se cachent mieux. Donc, du coup, comment on identifie justement cette orientation sociale à la domination? Je pense que là, il y a des red flags que moi, je vois, mais que les gens ne voient pas parce qu'ils ne sont pas encore éduqués. On est éduqué aux red flags, par exemple, du contrôle coercitif des conjoints, mais les red flags de quelqu'un qui va être autoritaire avec les gens proches de lui, même s'il est d'extrême gauche, les gens, ils ne savent pas encore trop les détecter. Et je pense qu'il y en a. Que ça soit, par exemple, dans les insultes, dans le fait de juger l'autre, dans le fait de ostraciser, dans le mépris. Je pense qu'effectivement, il y a des signes qu'un être humain, on le considère moins parce qu'en fait, il ne pense pas comme nous. Donc, moi, c'est important de voir qu'il faut être ouvert pour pouvoir modifier les agresseurs, il faut les voir partout. Et je pense que c'est important de ne pas les voir, même avec les gens avec qui on est d'accord. Moi, il y a des gens que j'aime beaucoup, mais quand ils parlaient mal à leur conjointe, je leur dis, tu leur parles comme de la merde, elle devrait te quitter. Il ne faut pas rester aveugle. Bon, alors c'est peut-être pour ça que je fais partie d'aucun groupe et que je me fais virer constamment. C'est que dès qu'il y a une merde, je suis capable de dire, mais vous merdez un peu. Et bizarrement, après, on ne m'appelle plus. Voilà, donc ne m'invitez pas en soirée si vous ne voulez pas que je remette en question des trucs. Ok, très bien. Alors, ouais, je voulais pas qu'on fasse plus long. Est-ce que peut-être juste, ça rejoint un peu les questions que je t'avais posées en tout début, mais en guise de pré-conclusion, est-ce que tu aurais... parce qu'il y a plein d'outils, en fait, dans ton livre, c'est un livre qui donne des outils. Est-ce qu'il y aurait des outils pour se défendre ou plus exactement, est-ce qu'il y en aurait un en particulier qui, toi, te semble efficace? Si tu pouvais en donner un comme ça, voilà, en mode un peu bullet point, est-ce que tu pourrais en donner un pour chaque type de violence? Alors, en face des gens, alors ça dépend des milieux. Je vais faire plusieurs... Disons, milieu familial, on connaît les gens. Un truc basique, c'est que quand quelqu'un vous insulte ou vous juge, demandez un exemple. Parce que en fait, c'est le meilleur moyen de lancer une discussion constructive avec l'autre. Par exemple, la personne te dit « t'es fainéant », dit donne-moi un exemple de fainéant ». Il va dire « t'as pas fait ça ». Et là, on peut dire ok, j'ai pas fait ça, mais ça veut pas dire que je suis fainéant, j'étais juste fatigué ou autre chose, et on peut discuter. Ou alors on peut dire ah oui, ok, c'est fainéant, je comprenais pas, mais c'est vrai que j'ai pas fait la vaisselle, c'est chiant pour toi, ok, je la fais. Donc ça permet d'ouvrir une discussion et de faire le tri si la personne elle va être constructive ou pas. Parce que la personne qui nous donne pas d'exemple dit alors pourquoi tu m'insultes si tu n'as pas d'exemple de ce que j'ai fait mal. Donc ça, c'est constructif. Sur Internet, plus on fout la paix aux gens, plus on répond à côté de la plaque, mieux ça marche. Donc voilà, moi, quand quelqu'un commence à m'agresser, alors ça a l'air con dit comme ça, mais ça marche tellement bien avec tous les gens qui font. C'est quand quelqu'un commence à m'agresser, je dis non, mais de toute façon, Blackpink, c'est pas le meilleur groupe de K-pop. Voilà. Et en fait, arrête l'agression parce que l'agression, elle se passe selon des schémas comportementaux. À partir du moment où tu pars en absurdité, déjà, toi, t'es pas touché parce que tu dis oui, j'étais con et je m'en fous. Donc, quoi qu'ils disent, tu sais, oui, ils te disent, mais t'es con, t'es absurde, t'as rien compris. Je dis oui, j'ai rien compris. Voilà. Et l'autre, il a plus ses schémas, il sait plus quoi répondre parce que ça devient absurde. Donc, ça, c'est très bien. Et après, dans le milieu du travail, le truc de base, tout par écrit. À partir du moment où il y a une merde, faut une trace.
Parce que là, à la limite, sur Internet, on peut esquiver la personne. Dans le plan personnel, on peut rétablir la relation, la reconstruire. Mais dans le milieu du travail, on aura besoin d'aide extérieure. Ces aides extérieures, elles passent toutes actuellement par les écrits et les preuves. Donc, tout faire par écrit. Si quelqu'un vous dit quelque chose, dites « écris-le-moi », sinon je vais oublier. Mais il faut des écrits. Ok. Ou alors, très important, des enregistrements, sachant que maintenant, selon la loi, au boulot, si on est harcelé, on peut prendre des enregistrements. Ah, maintenant, tu peux légalement enregistrer ? Oui. Ok. Ça a peut-être changé depuis l'année dernière, depuis que j'ai écrit le livre, mais l'avocat que j'ai contacté pour écrire le livre m'a dit oui, maintenant c'est légal. Très bien. Bah, écoute Pierre, merci beaucoup pour cette interview passionnante. Je rappelle donc la parution de ce livre. Alors je dis la parution, ça fait quelques mois déjà. Hein. Je suis toujours un petit peu retardataire. Voilà, le dernier livre donc de Pierre Bordaberry, Ce ne sera plus toi la victime, disponible aux éditions Le Duc. Où est-ce qu'on peut le trouver ? Du coup, on le trouve pas mal à la Fnac. Ça se commande facilement dans les librairies, si vous n'aimez pas les grands groupes, si vous n'aimez pas Internet. Et sinon, sur Internet, on le trouve facilement. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, sur Internet ? Sur ma chaîne PsychoQuack, sur YouTube surtout. Super. Merci beaucoup, Pierre. Merci à toi. À la prochaine. Ciao. Si vous aimez ce podcast et que vous voulez le soutenir, vous pouvez attribuer une note et suivre Nouveau Paradigme sur Apple Podcast, Deezer, Spotify et YouTube, ou même simplement le partager à vos amis et vos proches. Enfin, vous pouvez financer le podcast en vous rendant sur mes pages Patreon et Tipeee, et quel que soit le soutien que vous m'apportez, merci, c'est grâce à vous que ces vidéos peuvent continuer à exister et se pérenniser.